Bonjour, effectivement, c'était la première fois que la JOCR remportait un titre majeur. L'équipe auxerroise qui devrait être présente au grand complet pour fêter ce titre avec nous dans ce numéro de Téléfoot, mais vous allez pouvoir le voir, il y a quelques places qui sont inoccupées. Les joueurs ont une nuit difficile, autorisée par Giroud. Et 15 ans donc après... Ils vont arriver, hein, oui, bien sûr qu'ils vont arriver, bien sûr. 15 ans après la défaite donc des Bourguignons face à Nantes lors de la finale 79, l'équipe que vous gérez depuis toujours pratiquement, devrait-on dire, Giroud, a conjuré ce mauvais sort. Alors, une première fois d'habitude, ça laisse des traces. Alors, comment vous sentez-vous ce matin ? Moi, très bien, parce qu'il fallait faire face, hein, être au rendez-vous. Nous sommes quelques-uns quand même. Et moi, ça va très bien. J'ai récupéré. On fera la fête plus tard pour l'entraîneur. Les joueurs vont arriver. À vos côtés, Guy, à votre droite, il y a le président Jean-Claude Hamel. On vous remercie d'être là, président. Et puis, il y a également Yannick Noah, car demain s'ouvre donc la semaine des enfants de la Terre. On y reviendra, Yannick, on donnera le programme complet. Vous étiez au match hier soir à la finale. Comment avez-vous trouvé ce match ? C'était un match plaisant. Moi, ce qui m'a plu, au-delà de la qualité du jeu, c'est l'ambiance qu'il y avait sur le terrain et surtout en dehors. Je crois que c'était un grand moment de voir le public de Montpellier toujours encourager son équipe et les saluer même après une défaite. Ça m'a vraiment touché. C'était très sympa. Ambiance sympa. Bien, alors avant toute chose, on va voir comment vous avez préparé cette finale, vous, Auxerre, Giroud et aussi Montpellier, en commençant par les demi-finales qui se sont déroulées, comme vous le savez, mardi soir. Mardi, un parfum de Coupe d'Europe plane sur le stade Abbé Deschamps. Pour atteindre la finale, il faut battre Nantes. Franck Verlat, excellent dans le jeu aérien, est monté sur ce corner. Il ouvre la marque en début de seconde période. Auxerre mène à 0. On joue maintenant les arrêts de jeu. Endoram pour Leco, Charbonnier est battu, mais ce but est refusé par M. Sars, car le juge de touche avait levé son drapeau quelques secondes auparavant. Retour sur l'action litigieuse. Effectivement, si Leco n'est pas hors jeu, Wedek au deuxième plan est hors jeu de position. Monsieur Sars a jugé en son âme et conscience. À la suite de ce but refusé, Endoram et Ferry vont disjoncter quelque peu et se feront expulser. Triste fin de soirée pour les Nantais. Sur l'ensemble du match, il n'y a pourtant rien à dire. Les Bourguignons n'ont pas volé leur qualification. 48 000 spectateurs au stade Félix Bollard. Lens et son fabuleux public accueillent Montpellier. Il s'agit de l'autre demi-finale de la Coupe de France. L'action la plus nette des 45 premières minutes est lensoise. Roger Bolli se présente seul devant Barabé qui sauve du bout du pied. Seconde période, 68e minute. Ali Carté déborde côté droit. Lefebvre attire deux défenseurs au premier poteau. Sanchez est démarqué au deuxième et Montpellier mène 1-0. 80e minute, les hommes de Gérard Gilly assurent leur qualification. Carotti prend sa chance de 25 mètres, Varmus s'incline, lance également. Montpellier jouera la finale. Louis Nicolin et Michel Derzakarian rendent hommage au public lensois, toujours aussi sportif et fair-play. Mercredi, le principal problème des Auxerrois concerne la mise au vert pour la finale. Leur hôtel fétiche a été réservé de longue date par des touristes. Les Bourguignons s'apprêtent donc à faire leur valise, direction la banlieue parisienne. Dans le même temps, à Montpellier, la presse locale salue les héros de la veille. Le club de Louis Nicolin atteint la finale en ayant disputé toutes ses rencontres à l'extérieur. Chapeau messieurs. Au programme de ce mercredi, léger décrassage, récupération, détente. Jeudi, les Auxerrois ont trouvé un hôtel et pas n'importe lequel, le Trianon Palace de Versailles. C'est ici que les Bulgares ont préparé leur match contre la France. C'est également là que Arsenal a séjourné avant le fameux match contre le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Au programme tarot et repos. Retour à Montpellier, l'entraînement est prévu à 18 h. Fabien Lefebvre, l'un des nombreux jeunes joueurs du club, ne change pas ses habitudes. Visite chez papa, maman et mamie, comme chaque midi. L'occasion est trop belle de consulter l'album photo. En 1990, lors de la première victoire de Montpellier en coupe, Fabien Lefebvre avait posé en compagnie du précieux trophée. Il rêve à son tour de ramener cette fameuse coupe. En fin d'après-midi, ce sont près de 400 supporters qui assistent au dernier entraînement des protégés de Gérard Gilly et Jean-Louis Gasset avant le départ pour Paris, fixé au lendemain. Vendredi, Giroud, seul comme un grand, tient une conférence de presse au stade de Versailles. La banlieue ouest parisienne semble également frappée par la Giroudmania. Là, tu te laves plus pendant 15 jours et tu vas pas à l'école.
Il a retenu qu'il ne va pas à l'école pendant 15 jours. Les joueurs, eux, sont à l'abri de toute pression médiatique. 16h, promenade dans le parc royal. 19h, provoque, intox, espionnage, invasion. Allez savoir, un camion Louis-Nicolin est repéré à quelques mètres du Trianon, pourtant bien gardé. La coïncidence est plutôt cocasse. Le groupe Nicolin a en charge le ramassage des ordures de la ville de Versailles. Début d'après-midi, aéroport de la Méditerranée, les Montpelliérains s'apprêtent à rejoindre Paris. Claude Barabé pique un petit roupillon, d'autres jouent aux cartes. Bref, tout va bien, il est presque 18h quand Montpellier prend ses quartiers à Clairefontaine, lieu de résidence habituel de l'équipe de France. 17h15 samedi, le quart montpelliérain quitte la forêt de Clairefontaine pour le Parc des Princes. Depuis mardi et la demi-finale contre Lens, aucun pépin à signaler. Gérard Gilly n'a que l'embarras du choix pour former son 11 de départ. Nous sommes à 2 heures du coup d'envoi quand le Montpellier Hérault Football Club pénètre dans les sous-sols du parc. Les Auxerrois sont également à l'heure. Le grand spectacle peut commencer. Car les joueurs arrivent à l'instant même. La Coupe de France, évidemment à côté du capitaine Corentin Martin, vous l'avez aperçu. Installez-vous messieurs, vous êtes les bienvenus. Alors vous allez les reconnaître, ils sont tous là. Il y a Mahé, il y a Coquard. Il y a Baticle, il y a Saïb, il y a Sylvestre, il y a Guerrero. Voilà, alors ils font la bise à tout le monde. Voilà. On s'excuse, on a commencé sans vous. Hein. Oui, on vous a pas attendu. On vous a pas attendu. Donc ce sont les embrassades, effectivement, tous les joueurs arrivent. Jean-Claude Hamel, on vous a vu préparer cette rencontre au Trianon Palace, là où les Bulgares étaient venus avant de gagner contre la France. Est-ce que c'est un hasard ? Oh, je crois que c'est pas tout à fait un hasard. Donc, ce que recherche Guy pour la préparation de l'équipe, c'est surtout un endroit calme, où les joueurs ne soient pas dérangés, un endroit joli aussi pour que le séjour soit agréable. Et donc le Trianon Palace correspondait tout à fait à ce qu'il recherchait. Et donc c'est pour ça que nous sommes arrivés là. Je ne sais pas si même Guy, il pourra le dire lui-même, si il savait que l'équipe de Bulgarie était déjà venue là et d'autres grandes équipes comme Arsenal. L'équipe Giroud est donc restée à Versailles. Vous en revanche, vous avez une soirée mouvementée, vous avez perdu vos chaussettes dans la bataille, vous avez je crois les chaussettes du club, hein, c'est ça Oui, il n'y a pas que mon président Le Gret qui a des drôles de chaussettes à Téléfoot, mais moi j'ai les deux même. Oui, bah oui. Décidément, vous êtes fâché avec les chaussettes. Oui, dans la soirée, vous savez, on peut perdre une paire de chaussettes. Hein. Giroud a pris son pied. Alors Corentin Martin, on va avoir des images du match maintenant. Et bien sûr, on va commencer par la cérémonie qui veut que vous présentiez vos partenaires à François Mitterrand. Vous étiez ému à l'idée de ces présentations? Vous étiez impressionné? Impressionné, oui et non, parce que c'est vrai que c'est la première finale qu'on joue. Et c'est tout simplement la présentation des joueurs au président de la République, donc ça s'est fait normalement. Normalement, naturellement, comme ça. Bon, on en vient donc au match maintenant, à cette finale 76e du nom à proprement parler. Première mi-temps, Pascal Praud. Le Parc des Princes était plein hier soir pour cette 76e finale de la Coupe de France, la Coupe Charles Simon, 13e participation de François Mitterrand. C'est le record. Le président est allé saluer les porte-bannières du challenge Fair Play. Les porte-bannières sélectionnées par un jeu TF1. La première occasion de cette rencontre sera auxerroise en tout début de match avec une faute ici sur Christophe Coquard. Faute sifflée par M. Bata, l'arbitre marseillais de cette finale. Le coup franc est tiré par Martins sur la barre transversale. Il était à plus de 25 mètres, Corentin Martins, pleine barre, alors que Claude Barabé semblait battu. Pressing auxerrois, mais réaction montpelliéraine avec Bonicel qui a centré la tête. Elle est de Christophe Sanchez. Les Auxerrois jusqu'à ce moment du match procèdent en contre-attaque. Le ballon est souvent dans les pieds montpelliérains. Et pourtant, à la suite de cette action, n'était pas hors jeu au départ du ballon de Goma. Ils sont dans leur camp, Saïb et Baticle. Monsieur Bata indique donc de continuer à jouer et la soirée Baticle débute, puisque Baticle sera à l'origine de tous les buts de cette 76e finale. Barabé a relâché le ballon, Saïb a suivi. Auxerre mène 1-0. Mais rien n'est joué, évidemment,
dans cette rencontre, joué sur un bon niveau. Stéphane Mahé sur la gauche, il y a le feu devant les buts de Claude Barabé. Il relâche et c'est Derzakarian qui supplée son gardien. Un premier tir de Coquard relâché par Barabé et Derzakarian, catastrophe, qui a dégagé. La dernière occasion de cette première période sera Montpellier-Rennes avec ce ballon de Derzakarian vers de la tête pour Charbonnier. 1-0, c'est le score à la mi-temps. L'inquiétude déjà dans les yeux de Gilly et de Louis Nicolin. Et puis la mi-temps sifflée avec le président de la République. Et un score donc Pascal de 1-0 à la mi-temps en faveur d'Auxerre. Et un but ça fait réagir. Je propose de voir ça tout de suite en image avec différentes caméras que nous avions installées à différents endroits. Là par exemple nous sommes au moment du but donc sur le banc de touche du côté d'Auxerre. Gérard Bourgoin, vice-président du club, sponsor d'Auxerre, s'est levé à Jailly. Lasland également à côté de Guy. Là les femmes des joueurs de Montpellier prennent ce but avec beaucoup moins de sourire évidemment. Ce sont donc les femmes, les épouses des joueurs de Montpellier. Toujours le même instant, toujours le même but, marqué par Moussa Saïb. Rizetto, l'attaquant de Montpellier, il se prend la tête à deux mains. Et on va changer de côté avec la manière de voir les choses. Selon Corentin Martins, il est un petit peu loin de l'action, mais bon capitaine. Mais bon, tout cela a été construit par vous, Corentin, j'imagine, à l'entraînement, etc. Voilà. Et alors la réaction dans un bar de Montpellier qui contraste complètement avec celle au même endroit, enfin dans un bar également où les supporters s'étaient rassemblés, ceux qui n'avaient pas pu venir à la finale, les supporters d'Auxerre. Donc tout ça au même instant, même moment de la soirée, vers 20h20. Et Moussa Saïb, j'ai envie de vous demander à quoi vous pensiez, vous, à qui vous pensiez, votre réaction à vous, car c'est vous qui l'avez marqué ce but. J'ai marqué le but, c'est-à-dire pour ramener un bon résultat au club, ce qui a ramené la succession, c'est-à-dire qui a donné confiance à mon équipe. On s'est un peu libéré, donc je suis très content, quoi. Oui, un but important qui a libéré pour la suite. Guiraud, est-ce que la première mi-temps a été conforme à vos plans? Oui, elle a même été meilleure que nos plans, puisque nous avions prévu de tenir, de les serrer au maximum et de profiter du moindre espace. Eh bien, le premier espace a été le bon, puisqu'on a été au but. À partir de là, le match devient dans un plan beaucoup plus facile pour nous, c'est-à-dire il faut contrôler, et puis se rééchapper pour aggraver le score. Ça a été fait parfaitement, surtout grâce au dévouement de toute l'équipe. Toute l'équipe a été au travail plutôt qu'au jeu pendant la majorité du match, et puis il y a eu les échappées et les buts. Il y a eu 5 occasions, 3 buts. Ce qui s'appelle une équipe qui réagit bien aux conseils donnés pendant toute la semaine. On va laisser passer une première page de pub et on revoit Giroud, messieurs, et vous tous téléspectateurs, la suite de cette finale de la Coupe de France. A tout de suite. Esso Ultron, la protection immédiate dès le démarrage. Esso Ultron, la nouvelle huile de synthèse. Esso. Le barbecue Camping Gaz à Pierre de Lave respecte le bon goût de la viande. Le bon goût. C'est vachement bon. Barbecue à Pierre de Lave, Camping Gaz. Dis donc, t'es sûr de l'état de tes pneus? Feu Vert pose sans rendez-vous les grandes marques de pneus. Chez Feu Vert, tout est clair. Aujourd'hui, la technologie Gillette Sensor Excel donne naissance au gel de rasage Gillette Series, la meilleure façon de commencer votre rasage. Un nouveau gel révolutionnaire, composé d'agents lubrifiants d'avant-garde qui facilite le passage des lames pour un rasage d'une incroyable douceur. Gillette, la perfection masculin. Nouveau gel de rasage Gillette Series, l'un des produits haute performance de la ligne Gillette Series. Il existe une voiture de luxe, de conception allemande, d'une telle stabilité que rien ne peut la déséquilibrer. Nouvelle Opel Omega. Son système exclusif de suspension est si évolué qu'aucun virage ne peut affecter votre confort. Nouvelle Opel Omega. Le monde change, une voiture le prouve. Coupe du Monde, championnat d'Europe des Nations, ils sont venus, ils sont tous là. Retrouvez les plus grands joueurs de la ballon-pied mondiale qui marquent pour vous 500 buts en avalanche. Sur la même vidéocassette, une explosion de buts sans précédent. 500 buts en avalanche, la vidéocassette ultime.
Après le drame d'Imola, la Formule 1 se remet en piste à Monaco. Un grand prix chargé de tension et d'émotion. Une course pas comme les autres, où la virtuosité des pilotes doit faire la différence. Retrouvez la Formule 1 avec Elf. Elf Compétition, l'huile championne du monde. Le Grand Prix de Monaco, aujourd'hui 15h10, en direct sur TF1. Avec les 4e Masters Nico, Paris sera la capitale mondiale du patinage artistique. Les 4e Masters Mico à Bercy le 17 et 18 mai, en tournée à Grenoble le 19 mai, à Lausanne le 20 mai et bientôt sur TF1. Retrouvez Téléfoot et les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Il y a eu match nul entre Giroud et Youssef. Youssef, c'est notre assistant, il voulait faire applaudir. Giroud voulait en fait que personne n'applaudisse. Disons qu'il y a match nul. Avec les Auxerrois, on regarde la deuxième mi-temps de la finale en compagnie de Pascal Pau. On avait quitté le président de la République, on le retrouve aux côtés de Claude Simonet. La joie au Auxerre. Je fais une grosse erreur sur le deuxième comme ça, mais bon, c'est dommage qu'ils sont en finale de la Coupe de France. Pas grand-chose. Sur la gauche, Diver est entré en jeu et c'est lui qui a tiré. Bonne frappe, appréciée comme il se doit depuis la tribune présidentielle. Alicarte dans la surface de réparation. Premier arrêt, deuxième arrêt de Lionel Charbonnier. Exceptionnelle semaine de Charbonnier depuis ses arrêts décisifs de Nantes. Puis hier soir en finale de Coupe de France. Ballon de Goma pour Baticle. Il a du champ, Baticle. Il y a une solution à droite. Avec Cocard, il a préféré la solution individuelle. Bon arrêt de Barabé. Le corner est rapidement tiré. Bayrou. Ah, superbe arrêt de Barabé. L'arrêt du match. Stéphane, c'est Stéphane Mahé. Giroud lui demande de rester sur son côté. Tête de Diver au-dessus de la barre transversale. Ce n'est plus l'inquiétude dans les yeux de Gilly. Il a compris, Gérard Gilly, Montpellier ne gagnera pas la Coupe de France. Encore une occasion auxerroise avec au départ toujours Baticle. Cette fois, il a donné à Martins et c'est Lefebvre qui lui enlève du bout du pied ce ballon. Jérôme Bonicel transversal. Thierry Loret à la réception à côté. 2-0 pour Auxerre, ce ne sera pas le score final. 0 comme l'année passée entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Le vainqueur de la finale de la Coupe de France, Monsieur Batal, excellent arbitre de cette finale. Et les traditionnelles images de joie. Corentin Martins va chercher sa coupe. Des bras de Auxerre chavire dans le bonheur. Et direction les vestiaires. Le bain de Jean-Claude Hamel. Bayrua. Hier soir, vous avez semblé un peu en retrait durant les grands moments de joie. Pourquoi cette volonté d'être à l'écart un peu? Non, c'est pas une volonté. D'abord, quand mes joueurs courent vers les supporters, vous savez à quelle allure ils courent, les joueurs d'Auxerre. Je peux pas suivre, ça c'est sûr. Deuxièmement, moi j'ai plutôt une joie intérieure. C'est un problème personnel. J'étais profondément heureux, évidemment. Je le suis toujours. Mais il y avait aussi, il fallait satisfaire les confrères pendant que les joueurs se marier avec nos supporters, il fallait que la presse puisse faire son travail, et donc je me suis un petit peu dévoué à ça. Et puis voilà, chacun sa manière. On a une pensée pour Bruno Martini qui n'a pas pris part à la finale. Oui, c'est un peu le drame de notre équipe. Tout le monde, surtout Lionel, qui est son grand ami,
a ressenti ça. Bon, c'est la cruauté du football. Lionel qui a assuré une relève parfaite. Lionel Charbonnier, demi-finale contre Nantes, bravo. Hier soir, bel arrêt décisif face à Alicarté. Et j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez avoir joué un rôle très important dans la victoire d'Auxerre en Coupe de France? Du moins, j'espère. Disons qu'on est sur le terrain pour jouer un rôle important à chaque fois, de toute façon. Et puis, c'est vrai que s'ils reviennent à 2-1, la fin du match aurait été plus difficile pour nous. Et puis, bon, on a bien tenu, tout le monde a fait son boulot et il fallait que je fasse le mien. Alors, scène de joie, pardon, on l'a vu dans le montage comme d'habitude. Et puis, de l'autre côté, on va voir de quelle manière les Montpelliérains ont accueilli en fin de match, au bord du terrain, la victoire d'Auxerre. Alors là, c'est Lefebvre, évidemment, immense déception. Et regardez bien le plan qui suit, celui-là. Qu'est-ce qu'il a, selon vous, manqué à Montpellier ce soir? Je pense la maturité, mais Auxerre a mérité la victoire. Et il faut le rendre hommage parce qu'on a eu des moments de joie. On a eu l'exemple du public en soi. La seule chose qui me nomme, c'est pour notre mère qui est à l'hôpital, c'est tout. Mais Montpellier est digne. Alors, Corentin Martins, vous êtes le capitaine de cette équipe d'Auxerre et comme tous vos camarades, vous avez fait un grand match hier soir. Nous avions demandé à Philippe Huy et Pierre Obadia de vous suivre tout particulièrement. Alors je vous propose de regarder maintenant ces images. Devoir du soir pour le capitaine d'Auxerre avec la présentation de ses coéquipiers au président de la République. Ensuite, démonstration et retour sur terre. En moins de 4 minutes, Corentin Martins a déjà beaucoup prouvé dans ce match avec notamment ce coup franc sur la transversale. Pas d'émotion presque et surtout pas question de se perdre dans les détails. Pointu sur les coups de pied arrêtés, Coco est également dans le jeu en mouvement. Sur cette action, il réussit un joli petit pont avant de se faire reprendre juste au moment où il allait peut-être conclure. Pendant la rencontre, Martins n'a pas arrêté de cavaler aux 4 coins du terrain. Là encore, il s'est fait souffler une balle de but in extremis avec le sourire. Bravo et merci. Reste maintenant cette 86e minute. Corentin plein cadre, Baticle déborde sur l'aile droite, centre et de 3. Le but du capitaine, le seul aussi qui ne doive rien aux Montpelliérains. Cette fois, l'affaire est classée. Auxerre remporte la 76e édition de la Coupe de France. La fête peut commencer et Corentin Martins se préparait à recevoir le trophée des mains du président Mitterrand. Corentin Martins, une victoire en coupe, c'est bien. Porter la coupe, c'est encore mieux. Et marquer un but, c'est peut-être une consécration supplémentaire. C'est vrai que ça fait plaisir de marquer un but en finale de Coupe de France. Mais on voulait surtout réussir notre 6e match de Coupe de France parce que bon, on voulait pas avoir fait tout ça, avoir gagné les 5 premiers matchs et puis perdre le plus important, la finale. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est surtout la victoire collective qui fait plaisir. Corentin, comment vous imaginez votre avenir? Est-ce qu'il passe par Auxerre? Oui, je pense, parce qu'il me reste encore 3 années de contrat, donc ce n'est pas à moi d'en décider. Je crois que c'est aux dirigeants et pour l'instant, je suis encore à Auxerre. Bien, hier soir, avec Jean-Michel Larquet, nous avons été frappés un petit peu par le style du jeu auxerrois. Un style très efficace, explication tactique et technique, Hervé Matou. La clé du match, Auxerre a eu le beau rôle pour adopter sa méthode préférée, le contre. À la base, un repli défensif collectif. Tout le monde y participe, y compris Cocard et Vahurua, les 2 ailiers qui reviennent dans leurs 30 mètres. Ensuite, le marquage rigoureux se met en place. Le porteur du ballon est sans cesse harcelé par un adversaire direct. La moindre imprécision, le ballon est perdu. Quasiment mission impossible, parce que vraiment, les joueurs d'Auxerre, vous savez, on pratique le marquage individuel à Auxerre dans toutes les catégories. Et c'est une éducation. C'est vrai que quand ça marche, quand on est capable de tenir ça 90 minutes, ça vous démoralise un adversaire. La rigueur du marquage, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En 2 transversales, la GIA va ici passer d'une situation défensive à une situation offensive. Avec Cocard et Vahurua, Auxerre possède 2 ailiers qui utilisent au maximum la largeur du terrain. Ajoutez à cela de formidables accélérateurs de jeu au milieu, Saïb et Marc. Alors, Guy,
Je vous interromps en pleine conversation avec Pascal Vailleroy, que vous n'avez pas vu depuis hier soir, j'imagine. Il a fait Versailles-Paris à vélo. Micro, Guy, micro. Il s'est couché très tôt, alors je ne l'avais pas vu. Alors, c'est l'un de vos deux ailiers, Pascal Vailleroy et Christophe Coquard. Deux ailiers et le marquage individuel dont parlait Jean-Michel Larquet, c'est devenu rare de nos jours. C'est un petit peu passé de mode, en quelque sorte. Quel est l'avantage du marquage individuel? Alors, vous allez voir, s'il n'y a pas de marquage individuel en Coupe du Monde, plus on va arriver près des finales. Plus le match est tendu, plus c'est pointu, plus la zone se transforme en individuel. Bien sûr, une individuelle dans la zone, en général. Hier, avec l'enjeu et la concentration qu'avaient su se créer les joueurs, car je précise que le match, la Coupe de France leur a appartenu toute cette semaine. Avec Dominique Cuperli, nous avons préparé les conditions, mais je leur ai dit que nous, on ne pouvait que préparer et qu'eux devaient jouer et gagner. Et c'est eux qui se sont mis dans ces conditions psychologiques. Et nous avons fait plus d'individuels que d'habitude hier. Mais c'est une question de proportion. C'est en tout cas très gênant pour l'adversaire. Demandez à un joueur s'il aime être pris en individuel. Gérard Bourgoin, on vous a vu arriver au Parc des Princes, vous étiez en costume et en cravate. 1 heure plus tard, vous étiez en survêtement, vous portiez les ballons. Alors on sait que vous êtes le numéro 1 mondial de la volaille fraîche, hein, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Mais alors à Auxerre, qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que je vous ai vu hier tout faire en fait. Dans l'intendance. Il n'y a personne qui fait tout à Auxerre. Je crois que c'est un boulot d'équipe, vous savez. Et de toute façon, ce que j'ai fait hier, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire donner un petit coup de main pour ce qui me concerne et surtout me faire du bien dans la tête parce que j'ai beaucoup de mal toujours, moi, être dans les tribunes. Je ne m'y sens pas très à l'aise et je suis mieux dans la troupe. On parle toujours du tonton, mais le tonton aime bien être avec ses neveux. Mais vous êtes l'homme de terrain, j'ai l'impression. Faut pas exagérer, vous savez, chacun son rôle, mais je pense que de toute façon, c'est toujours aussi une grande solidarité, effectivement. Puis peut-être pour hier, ça a permis à certains grands amis d'avoir des places dans les présidentielles et c'était très bien pour eux. Ça fait 2 heureux. Pascal Vailleroy, on va voir de quelle manière vos parents ont suivi le match à Tahiti. Donc on va aller à Tahiti et il est 8 h du matin, le soleil se lève là-bas, il y a 12 heures de décalage. Oui, ils savaient le résultat avant nous. En quelque sorte. Alors voilà papa et maman. Il va pleurer Pascal. Votre père travaille à la mairie, hein, c'est ça? Il n'y a pas de problème de chaussettes à Tahiti. Hein. Pas de problème de chaussettes à Tahiti, effectivement. Il y a un air de ressemblance, hein, Frédéric. Il y a un air de ressemblance et là c'est le 3e but. Alors vous êtes parti de là-bas il y a 11 ans, Pascal. La bise à la fin. Vous êtes parti de là-bas il y a 11 ans et vous avez annoncé votre intention de retourner à la fin de votre carrière à Tahiti. C'est-à-dire que bon, il me reste encore pas mal de temps à continuer et surtout de bien réaliser ma carrière parce qu'il me reste encore, je crois, 6 ans. Mais c'est très dur, je crois que... Qu'est-ce qui est très dur? 6 ans? Non, c'est leur partage qui était très dur. C'est les dernières années qui est plus dur. Et je pense que la victoire d'hier soir, je crois que c'est une victoire surtout de copains, parce qu'on a une bande de copains qui est là, qui est vraiment sympathique à voir, et puis on l'a démontré sur le terrain. Je crois que tout le monde a apprécié le déroulement du match. Enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à Auxerre, c'est bien verrouillé. Hein. 6 ans Valérie Ruat, 3 ans Corentin Martins. On a le temps, on a le temps de réfléchir. Alors maintenant, je vous propose un document. Des images de la jeunesse de la J Auxerre. Nous sommes en 1979. Auxerre est en D2. Auxerre est à la veille de sa finale de la Coupe contre Nantes. Christian Jean-Pierre. Les loups ont envahi Paris. 1979, Serge Reggiani chante « Les loups sont entrés dans Paris ». Giroud lui emmène ses joueurs au vert à Château-Chinon. Il rencontrera à l'hôtel du Vieux-Morvan François Mitterrand qui n'est pas encore président. La réussite d'Auxerre, club de seconde division, est due à ses 3 mousquetaires, Giroud, Jean-Claude Hamel et Gérard Bourgoin. Mai 79, les loups bourguignons envahissent Paris. L'invasion des supporters est plutôt bucolique. Ambiance foire agricole sur les Champs-Élysées. Après avoir battu le favori Strasbourg en demi-finale, les Auxerrois devant le président Giscard d'Estaing jouent et ne veut pas craindre de l'équipe de Giroud. Un partout à la fin du temps réglementaire, on chantait quand même un 4. Réception de Cuperli et la bande est légitime. C'était en fait le premier match de très haut niveau de l'histoire du club. Les loups ont quitté Paris, la tête haute.
Jean-Claude Hamel, vous êtes peut-être la personne qui connaît le mieux Giroud. Est-ce qu'il a beaucoup changé depuis 1979 ? Physiquement, les images viennent de nous démontrer que effectivement Guy avait changé, mais on a tous changé parce que j'ai eu un grand sourire en voyant Cup, en voyant Gérard, en me voyant moi-même. C'était tout de même il y a 15 ans, alors c'est déjà loin. Yannick Noah, est-ce que vous auriez aimé avoir Giroud comme coach en tennis ? En tennis, sûrement pas, non. En foot, peut-être, oui. Mais avoir une personnalité il y a des chances, comme ouais, j'ai beaucoup de travail, ouais. J'ai beaucoup de boulot. Avoir une personnalité comme Giroud qui vous motive pour un joueur de tennis, ça aurait été bien ? C'est important, surtout au début. Après, on a chacun notre personnalité et nous, on fait un sport individuel, c'est un peu différent. Alors Yannick, on connaît bien sûr votre passion pour le foot. Vous assistiez hier soir à la finale de la Coupe, on l'a vu. Et vous aviez participé l'après-midi au jubilé de Dominique Battenet avec le Variété. Alors suivons Martin Zara qui, lui, vous a suivi. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Yannick, ce n'est un secret pour personne, est un passionné, entre autres le foot et les gamins. La finale de la Coupe ne pouvait pas mieux tomber. À ses côtés, deux mômes de son association, les Enfants de la Terre, Laurent à 10 ans, Anouar 13 ans. Bon, vous dominez, hein, ton équipe domine. Vous l'avez peut-être compris, Laurent et Anouar sont pour Auxerre. Yannick, lui, a un petit faible pour les jeunes de Montpellier. Yannick, il n'y avait pas hors-jeu, la passion peut ainsi rendre aveugle. Mais la passion a également ses atouts, partager quelques instants de bonheur avec des gamins. Yannick le fait régulièrement dans les maisons des Enfants de la Terre. Des moments rares de complicité que des centaines de mômes défavorisés n'oublieront pas de sitôt. Jouer avec eux ou avec ses potes du Variété, le plaisir est similaire. Hier à Choisy, Yannick participe au jubilé de Dominique Battenet. Les Verts de la grande époque face aux Variétés de Platini, Giresse, Fernandez ou autres Bossis. On en oublie, Yannick revient le matin même des îles. Le soir au parc, il partage en deux sa passion des enfants. Une première mi-temps avec ceux de son association, la deuxième avec le sien. Montpellier, au fait, a perdu. Dommage Yannick et bravo Auxerre. Yannick, votre père a gagné la Coupe de France, vous-même vous avez gagné Roland Garros. À votre avis, quelle est la joie la plus forte? C'est lorsqu'elle est collective ou lorsqu'elle est individuelle? Je crois que c'est la même. C'est la même. On a tous un objectif, alors que ce soit un objectif, même si quand on est dans une équipe, quelque part, c'est quand même un travail personnel au départ. Et ce sont des individualités qui font l'équipe. Et je crois que gagner, c'est le moment où on prend la coupe. C'est un instant qu'on n'oublie pas, qu'on soit plusieurs. Plus on est de fou, plus on s'amuse en fait. Moi, j'ai aimé autant être capitaine de Coupe Davis et gagner à travers les autres que lorsque j'ai gagné moi-même. Alors, et puis papa m'a parlé de ça. Enfin, quand ils ont gagné la coupe en 61, il m'avait posé sur la coupe, mais je m'en souviens pas. J'avais 1 an. Alors, demain s'ouvre la semaine des Enfants de la Terre. Hein. C'est l'organisation dont vous vous occupez avec votre maman, Marie-Claire Noah. On va récapituler le programme. Demain, d'abord, il y a du foot, Thierry. Mardi soir, avec le Variété qui joue contre Clichy. Mardi soir, le Variété jouera contre l'AS Clichy. À Clichy. Jeudi, il y a du rugby. Jeudi, il y a un match de rugby avec les copains du showbiz, Serge Blanco, qui vont faire un match au stade Jean-Bouin ici. Ouais. Samedi, un concert et avant, un match de tennis avec des ex-gloires, McEnroe, Villas, Villander et moi. Et ensuite, on fait un concert. On retrouve les mêmes dans le concert, McEnroe, Villander? Oui, les mêmes en concert, accompagnés de notre groupe et d'autres artistes, dont Véronique Sanson, Michel Fugain, Pauline Esther et Jocelyne Berroir. Samedi au Palais des Sports. Okay. Ça va être un grand succès, à n'en pas douter, toute cette semaine des Enfants de la Terre. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite à vous, Yannick, et à Marie-Claire. Merci. On va laisser passer une deuxième page de pub, un petit coup de plaisir. Et là, on va retourner à Auxerre, où, paraît-il, la nuit a été très dure. Les Bourguignons n'étaient pas tous montés à Paris. Certains avaient choisi de rester entre eux et de suivre cette finale dans un bar. Apparemment, la joie était la même à Auxerre que dans la tribune d'Auteuil. Et une fois n'est pas coutume, les supporters ont pu se laisser aller et faire la fête toute la nuit.
XM. Comportement routier et confort exceptionnel. Pour mieux vous faire apprécier toutes ces qualités, Citroën, sur l'achat de votre XM, vous fait bénéficier d'une remise pouvant aller jusqu'à 25 000 francs ou d'un capital équipement équivalent sur les options et accessoires disponibles. Du 9 mai au 10 juin, les 30 jours XM. Franchement, parier qu'on ne reprendra jamais de Fjord, c'est pas très malin. Bon, plutôt parier que les Scandinaves se déplacent en pirogue. Alors après le match, il y a la fête pour les uns. C'est un petit peu plus triste évidemment pour les autres. On va voir comment vainqueurs et vaincus ont passé la nuit. Christian Jean-Pierre, Vincent Hardy. Dire que la nuit des Auxerrois fut longue et difficile est un doux euphémisme. 23h30 hier soir, les supporters fêtent la victoire sur les Champs-Élysées. Les joueurs, eux, sont attendus au Méridien. Corentin Martins ouvre le bal avec un peu de retard. Explication. Nous nous excusons de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais il y avait un contrôle antidopage et nous avions le docteur le plus lent de France. Cette nuit, les joueurs ont quartier libre, le champagne coule à flot. Pascal Vairua, au hit parade des joueurs les plus éméchés, semble tenir la corde. 2h30, les joueurs prennent l'air avant de redescendre dans une discothèque. La nuit auxerroise est loin, très loin d'être terminée. À l'autre bout de Paris, l'ambiance est différente. Loulou Nicolin a rassemblé les joueurs montpelliérains dans un restaurant. Gérard Gilly et Bruno Carotti ont l'air absents. Pour eux, le champagne avait hier soir un goût amer, comme toujours, pour le perdant. Gérald de Baticle, vous avez dormi un peu? On a d'abord fêté un petit peu cette victoire et puis bon, on a dormi quelques heures évidemment. Vous étiez à Amiens hein, il y a encore quelques mois, j'ai envie de dire. D'Amiens à Auxerre, c'est une trajectoire formidable pour vous. C'est vrai, bon, ça fait 3 années que je suis à Auxerre. L'an dernier, une grande épopée en Coupe d'Europe. Cette année, une victoire en Coupe de France. Enfin, c'est pas mal, je regrette pas d'être venu à Auxerre évidemment. Et Christophe Coquart, c'est le moment le plus fort de votre carrière, hein, vous nous disiez hier soir. Ouais, enfin, on a gagné quelque chose avec Auxerre. Vous n'aviez jamais gagné ni Gambardella, ni... Non, rien, c'était vierge. Vous êtes arrivé à quel âge à Auxerre? À Auxerre, 18-19 ans. Et donc c'est le moment le plus fort? Ouais, c'est un des moments les plus forts. J'espère qu'il y en aura d'autres, ça ne s'arrêtera pas là. Franck Verlat, vous aviez gagné quelque chose auparavant, et pas n'importe quoi, tout simplement une Coupe d'Europe avec l'Ajax, on l'oublie trop souvent, à 19 ans. Alors de l'Ajax à la GIA, il y a pas mal de ressemblances finalement. Il manque une lettre, juste le X. Et puis, bon, c'est vrai, je crois que la base de ces deux clubs-là, c'est la formation. Et puis, on voit bien qu'après, il y a beaucoup de joueurs qui partent et puis qui réussissent bien ailleurs. Et Auxerre a même éliminé l'Ajax il y a 2 saisons, la saison dernière. Oui, je crois que l'élève a peut-être battu le maître, quoi. Il y avait hier une autre finale de coupe et cette finale de coupe, il y avait dans l'équipe gagnante un ancien Auxerrois qui a lui aussi gagné sa coupe. Nous allons à Wembley pour la finale de la Cup. C'était hier après-midi vers 16h. Manchester United bien sûr en rouge, Chelsea en bleu. Les premiers en action ce sont les joueurs de Chelsea. Tir de Peacock sur la transversale. Schmeichel était battu mais ça s'est bien passé. Et puis petit à petit les joueurs de Manchester United vont prendre le jeu à leur compte. Giggs notamment, Irwin, fauché pleine surface. Penalty indiscutable signalé par l'arbitre du match, monsieur Elray. Là on est obligé de siffler penalty. La faute a lieu en pleine surface. Qui va le tirer? Eric Cantona, l'idole de tout Manchester. Le pied ne tremble pas. Karine est pris à contre-pied. On joue depuis tout juste 1 heure de jeu. Et Manchester United a enfin pris l'avantage 1-0. Et là, ce sont les 10 minutes infernales des joueurs de Glenn Hoddle, puisque Glenn Hoddle est, vous le savez, l'entraîneur de Chelsea. Poussette de Sinclair sur Kanchelskis, ça n'a pas l'air très méchant. Monsieur Elray juge autrement. Deuxième penalty, 6 minutes seulement après le premier. Penalty ou non, à vous de juger. Toujours est-il que Cantona, lui, ne fait pas de sentiment. Dans sa tête, c'est du même côté ou de l'autre. Il choisit finalement le même côté. Et Karine, lui aussi, choisit le même côté. 2-0, 66 minutes de jeu. La messe est pratiquement dite. Glenn Hoddle le sent.
D'autant que 3 minutes plus tard, Sinclair commet une grosse faute et Hughes marque le 3e but. 3 buts en 9 minutes en finale de la Cup, ça ne pardonne évidemment pas. Dès lors, des boulevards se créent et à la 90e minute, après que l'on ait revu le but de Hughes au ralenti, à la 90e minute, sur un débordement de Paul Ince, celui-ci va se présenter seul devant Karine, le dribbler et donner au remplaçant Brian McClair le 4e but. 4-0. Eric Cantona a gagné la Cup après le championnat. Manchester United est le 6e club anglais à réussir le doublé après Preston, Aston Villa, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester. Rien que du beau monde. Quelle année pour Eric Cantona. La Cup, le championnat et meilleur joueur d'Angleterre. Eric Cantona, Jean-Claude Hamel, que vous avez connu tout jeune. Eric Cantona, que vous avez connu tout jeune. Ben oui, c'est vrai que ça nous a fait plaisir aussi pour lui, parce que Eric vient d'Auxerre et on en avait aussi une certaine fierté hier que dans ce championnat anglais et dans cette Cup, qui est tout de même un grand moment du football anglais, eh bien, Auxerre était en quelque sorte représenté. Eric est un pur produit de l'école de football auxerroise. Vous êtes le père un peu de tous ces Auxerrois. Quel est l'élève dont vous êtes le plus fier, l'élève parti d'Auxerre qui a réussi en Europe ou en France? Moi, je suis fier de tous parce que c'est le propre d'un président de ne pas avoir de préféré, de ne pas avoir de chouchou. Et donc, moi, je suis bien avec tous les joueurs, je les aime tous pour ce qu'ils nous apportent et pour les grands moments qu'on peut vivre ensemble. Et vraiment, très sincèrement, je n'ai pas de garçon préféré. Je les aime bien tous. Gérard Bourgoin, vous êtes resté depuis 1979 aux côtés de Giroud. Vous avez vu passer tous ces jeunes joueurs qui réussissent partout en France ou en Europe. Quel est celui qui a posé le plus de problèmes ? Le plus de problèmes, Eric fait partie quand même des personnalités fortes. C'était pas toujours très facile à manager. Quand il avait les sourcils qui se levaient et qui commençaient à blanchir, il fallait faire très attention. Ça allait chauffer dans la marmite. Mais bon, il y avait souvent un petit peu d'apaisement. Puis il avait à ce moment-là son grand frère Bolly qui était là quand même. Et Bolly savait aussi l'apaiser beaucoup. Et je crois qu'il a beaucoup contribué à l'unité, un petit peu à l'intégration d'Eric, qui était quand même un personnage tout à fait particulier, mais tellement intelligent et tellement spécial et tellement hors du commun que véritablement ce sera quand même pour tout le monde un grand souvenir. Alors Guy, quel est maintenant le programme